Alors bienvenue à tous donc pour ce nouveau rendez-vous de la Fondation sur des piliers qui sont assez fondamentaux, qui sont d'une part de référencer et valoriser les bonnes pratiques préexistantes. Alors ça paraît simple comme quand on le dit comme ça, mais finalement, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est une de ces bonnes pratiques qui existent, qu'on observe et qu'on essaie de porter aussi dans notre recherche. Et d'autre part, c'est de participer activement à l'évolution méthodologique du secteur de, comme on dit si bien maintenant, la fabrique de la ville. Alors moi, je suis très attachée au mot, je n'aime pas particulièrement celui-là, mais maintenant que c'est le vocabulaire commun, je le partage avec vous. Dans cette optique, nous engageons à mettre en valeur donc, les opérations qui sont les témoins de ces nouvelles approches collaboratives. Et donc, ces rendez-vous sont pour nous une occasion de partager tout ça avec vous. On a mis du temps avant d'arriver à formaliser ce sujet, à choisir ce mot de l'hospitalité. Comme vous le rappelez, Olivier, on était d'abord beaucoup préoccupés, et pendant longtemps, et Jérôme a porté ce sujet, sur le sujet de la vulnérabilité face aux différents âges de l'humain. Et finalement, ne pas intégrer la dimension de la ville dans cette réflexion, ça nous paraissait, au regard de l'observation et de la recherche qu'on fait sur les déterminants de santé, rater finalement quelque chose. Et l'atterrissage de ce sujet sur l'hospitalité en ville donc est né de diverses réflexions qu'on a partagées avec notre comité des experts, mais surtout d'une volonté de traiter non pas seulement des sujets environnementaux, mais aussi d'intégrer les sujets sociaux dans la ville et les vulnérabilités à tous les niveaux. Les quelques réflexions qu'on a pu mener nous ont amenés à nous questionner sur les espaces publics et se dire que ces espaces publics ou finalement aussi privés sont abordables mais sous conditions et qui deviennent de plus en plus difficiles à naviguer. Et les règles visibles et invisibles qui régissent l'hospitalité urbaine, à mesure du nombre grandissant d'individus et de besoins, sont aujourd'hui assez peu lisibles. Alors comment est-ce qu'on garantit à la fois la civilité mais aussi l'accueil et de quels espaces parlons-nous finalement quand on évoque le sujet de l'espace urbain inclusif? Ça fait partie des questions qu'on va se poser ensemble ce soir. Et avant de présenter nos invités, je voulais partager avec vous alors cette définition que vous voyez à l'écran, qui est issue du livre de Anne Gottman, qui est directrice de recherche au CERLIS et qui nous éclaire en fait sur la parentalité linguistique qu'il y a entre l'hospitalité et l'hostilité, qui invite tout autant à la sagesse finalement qu'à la défiance. Et c'est un peu aussi la citation que fait très bien Chantal Dechmine, et je vous représenterai bien sûr après, dans cet ouvrage Lire la ville, avec cette citation qui est issue de Conditions de l'homme moderne de Hannah Arendt. Donc évidemment, nous ne sommes pas dans des logiques d'hospitalité inconditionnelle. En tout cas, le mot latin hospes, et je pense que c'est important de commencer par là, ancien composé de potis et hostis, attire l'attention sur la qualité du maître de maison et sur celle de l'hôte, et donc de leur relation. Et potis s'emploie dans deux acceptions, donc pour désigner soi-même, donc l'identité, et le maître de maison, qui incarne, lui, l'identité complète et l'autorité de la maisonnée. Quant à hostis, et c'est là qu'on pourrait trouver ça étonnant, il dérive du mot étranger, mais il signifie hôte, puis aussi ennemi. Donc on peut retenir une chose de ces latinités, c'est que l'hospitalité, c'est alors une prestation qui est contractuelle, elle n'est pas inconditionnelle et elle n'est pas ouverte, mais encadrée. Et dans le pacte qu'elle instaure, le soin, et Jérôme reviendra sur cette notion de soin et de care, de la maisonnée, de l'hôte, etc., est en ce sens essentiel. On y reviendra donc avec chacun de nos invités sur ces différentes notions. Donc Chantal Dechmine, je vous présente, vous êtes architecte urbaniste, philosophe et socio-anthropologue, fondatrice de l'association Lire la ville, dont vous nous en direz plus ensuite, et engagée auprès de populations et de lieux urbains qui sont souvent marginalisés. On y reviendra. Jean-Christophe Aguas, donc tu es directeur recherche et développement donc chez Le Sommaire Environnement, qui a intégré récemment l'agence AIA. Et Jérôme Bataille, donc tu es architecte spécialisé dans le domaine socio-médical, associé chez AIA bien sûr, mais aussi et surtout membre du comité des experts de la Fondation AIA, membre aussi fondateur de la Fondation, et tu diriges avec moi ce sujet de l'inhospitalité en ville. Donc je vous remercie bien évidemment de votre présence ce soir, et surtout de votre engagement dans la préparation de cet échange, et j'espère que chacun d'entre vous profitera donc de notre hospitalité ce soir.
Bonjour. Euh, J'ai la fonction de jouer un peu la mouche du coche dans ce débat et cet échange autour de l'hospitalité. Je reviendrai sur le titre de l'ouvrage de Chantal Dagmin, Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public. Parce que ce qui me semble important, c'est pas un manuel pour l'espace public hospitalier, mais c'est d'abord un manuel pour une hospitalité. Donc c'est une attitude, l'hospitalité, c'est une façon de regarder la ville qui nous entoure pour essayer de mettre en place et de porter cette hospitalité. Je crois que, en fin de compte, l'hospitalité oblige une démarche d'attention, et c'est cette attention-là dont va nous parler Chantal. Chantal, comme le soulignait Christine, est architecte, puis après a fait des études d'anthropologie, de psychanalyse et de philo, je crois. Ce qui est intéressant, c'est justement cette attention particulière qu'elle a portée à l'attention et comment on fait projet depuis l'attention. Dans un premier temps, avant de parler plus précisément de sa méthode et de lire la ville, je souhaiterais lui poser la question comment on passe, en fin de compte, d'architecte à une spécialiste de l'hospitalité et comment on invente une structure qui s'occupe à la fois des plus vulnérables au niveau de l'employabilité et comment parallèlement on travaille sur la ville et comment les deux projets se nourrissent. Voilà, pour répondre à ta question, il faut remonter loin. Je passais en 1974 mon diplôme d'architecte et en fait, j'avais une question qu'on pourrait dire déontologique, c'est-à-dire que au moment de passer cette ligne de démarcation entre des études qui sont conduites par un intérêt personnel qu'on peut avoir et puis une profession où on va avoir un impact sur les autres, je me posais une question qui venait aussi de la formation de psychanalyste que je commençais à ce moment-là. Et je me demandais si on a un impact, est-ce que l'espace construit qui nous entoure nous construit comme sujet, pour pas dire construit notre inconscient. À l'époque, il y avait 0 livre là-dessus, dans 0 littérature, et je me suis dit, je vais me donner mon propre terrain. Et j'ai décidé d'écrire un texte au plus près du réel, décrivant l'espace dans lequel j'avais grandi. C'était la première partie. La deuxième partie serait une analyse de cette première partie. Il se trouve, ça a un rapport avec vous, que j'ai passé mes 18 premières années dans l'hôpital psychiatrique de Marseille. Donc, à la fois une question relative à la santé générale et santé mentale, et puis la question d'un lieu hétérotopique. La définition de Foucault, c'est un lieu qui est hétérogène à son contexte, et on peut dire qu'un hôpital, c'est comme un cimetière, c'est hétérogène à la trame urbaine qu'il y a autour, et qui répond à des lois internes qui sont liées à une monofonctionnalité de ce lieu. Voilà. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai écrit un texte racontant ça, qui était donc un récit d'espace, mais en même temps une autobiographique. Mais ce n'était pas du tout un récit chronologique, et c'était vraiment un récit très descriptif, très au ras des pâquerettes. Et puis, il se trouve que par des rencontres, je ne sais pas si le hasard existe, je me suis trouvée interpellée pour travailler sur... c'était en 79, le chômage était devenu structurel et on commençait à se préoccuper d'accompagner les chômeurs pour les aider à retrouver un travail. Et il fallait créer des prototypes pour ces accompagnements de la recherche d'emploi et pour ce qu'on a appelé les bilans de compétences. Et ce que j'avais fait à travers ce texte
qui décrivait donc l'hôpital de la Timone à Marseille et qui a conduit absolument toute ma vie professionnelle, m'a paru très opportun à utiliser parce que j'y avais vu apparaître les contours et sous tous les angles de mon objet à moi qui était l'espace. Donc j'ai proposé aux personnes que je recevais de me raconter leur vie. Voilà. Et j'ai passé ma vie professionnelle avec deux domaines qui paraissent très très différents. L'un complètement individuel, reprendre la vie des personnes depuis leur naissance et même avant, parce que pour comprendre, il faut remonter au moins aux grands-parents. L'un très individuel et l'autre très collectif, qui est l'espace de la ville. Voilà. Et comme je suis quelqu'un d'un peu lent, j'ai mis longtemps à comprendre que, en fait, ce qui est commun à ces deux démarches, c'était la philosophie, finalement, de faire avec ce qu'il y a. Voilà. Et que c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche, plus rationnel, de faire avec ce qu'il y a plutôt qu'avec ce qu'il n'y a pas, plus économe. Et aussi, à l'époque, enfin maintenant encore, je crois, on désigne par orientation quelque chose qui est comme une cible, loin devant soi, ailleurs, et qu'on viserait. Et finalement, l'orientation, très souvent, s'appuie sur la cible au lieu de s'appuyer sur la source, ce qui est pas très logique, surtout que c'est s'appuyer sur quelque chose d'extérieur sur quoi on n'a aucune prise, alors que si on part de la source, du mouvement naturel, je dirais, c'est économe, le mouvement naturel, on va être dans une dynamique beaucoup plus précise et qui fonctionne très bien, quoi. Voilà. Et j'ajouterais que le travail que tu as mené sur ces publics inemployés était des gens inemployables, oui, était un public vraiment particulier, oui. Et que l'attention que tu as portée à travers la problématique du récit a permis de s'appuyer sur l'existant pour le prolonger et remettre en mouvement ce public. C'est du temps, c'est beaucoup de temps, c'est une démarche qui nécessite une attention forte, qui s'appuie sur une retranscription très objective de ce qui est raconté. Il n'y a aucune projection. Moi, j'ai eu l'occasion de lire ces récits de vie et c'est magnifiquement beau. Il y a un traitement très objectif. C'est un objet littéraire. Ouais. C'est un objet littéraire en soi. C'est presque de la poésie objectiviste américaine. Mais il n'y a aucune interprétation, ce qui fait que ça permet d'accompagner et de prolonger la trajectoire de la personne. Et je dois dire que ce temps pris est un temps payant, dans la mesure où tu as eu un taux de retour vers l'emploi de 80%. Et donc, généralement, on dit que le temps c'est une dépense inutile, et là, on s'aperçoit que ce temps, à la société, coûte moins cher. Oui, c'est vrai qu'il fallait entre 3 mois et quelquefois 2 ans. Et je dirais que ce qu'on recherche finalement, c'est au contraire de l'orientation qui vise ailleurs, c'est, je disais souvent, l'orient des perles, c'est-à-dire la lumière très particulière qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un. Et il est beaucoup plus efficace de partir des caractéristiques très personnelles et très complexes d'une personne pour ensuite aller vers ce qu'on nomme par erreur le marché de l'emploi, que de partir du marché de l'emploi pour essayer d'y adapter les gens avec des choses pas économiques du tout, en fait. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai mis longtemps à comprendre, donc la première, c'était qu'il fallait partir de l'existant, voilà. Et la deuxième chose que j'ai mis longtemps à comprendre, mais ça y est, c'est que concernant l'espace, vous savez, il y a eu tout un débat sur l'architecture criminogène il y a longtemps. Bon, on ne peut pas penser que des maisons ou des bâtiments engendrent le crime. Ce serait comme de la génération spontanée, quoi. On ne peut pas partir du matériel pour faire du vivant. Voilà. Et du coup, on en a déduit qu'il n'y avait aucun rapport. Voilà. Et j'ai travaillé très très longtemps dans la politique de la ville,
J'ai fait pour la politique de la ville des diagnostics, le diagnostic national de l'égalité entre les hommes et les femmes, des diagnostics portant sur l'éducation, sur l'accueil et l'intégration des personnes étrangères, enfin, le développement économique d'un territoire. Enfin, je crois qu'on m'a posé à peu près toutes les questions possibles. Et la politique de la ville a ça de particulier qu'elle essaye d'avoir une action corrective par rapport à la cause des problèmes. Voilà. Donc on cherche où est la cause des problèmes, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, et puis on essaye de le corriger. Donc la cause, elle apparaît alternativement depuis 1977, où il y a eu Habitat Vie Sociale, jusqu'en 2004 l'ANRU, et encore maintenant, elle apparaît alternativement sociale. On dit, c'est pas les bâtiments, c'est les gens. Et puis après, on dit, mais non, mais quand même, les bâtiments, ils ont leur importance. Donc, on n'attaque plus par le social, mais par le construit. Et puis en fait, c'est ni social ni constructif, c'est politique comme question. Et la question à se poser, je crois, enfin, ce qui me semble avoir compris, c'est qu'on n'est pas, avec l'espace, on n'est pas dans une relation de causalité, mais de conditions. Et c'est très, très différent de travailler sur les conditions que de travailler sur les causes. Pour vous donner un exemple que je prends très souvent, je suis désolée, j'ai horreur de me répéter. Un détenu dans sa prison, il sait parfaitement que les murs ne sont pas à l'origine de son enfermement. Voilà, c'est la condition de son enfermement, mais l'origine, elle est dans un passé où il s'est passé des choses, il y a eu des actes, il y a eu un jugement, etc. Et il se retrouve là, enfermé. Donc la différence entre cause et condition. Et nous, du côté de l'aménagement, on n'a pas à toucher aux causes, on a à toucher aux conditions, au cadre, aux conditions de vie des gens. Et on peut dire que les conditions, c'est au moins aussi déterminant que les causes, puisque c'est premier. C'est dans quoi on est, on grandit, on vit, etc. Mais sur cette perception justement de la différence entre cause et condition, je pense que aussi tu as rencontré dans ton exercice professionnel des gens qui t'ont fait aussi bouger les représentations, des gens comme Lucien Kroll, des gens comme Daniel Buren avec qui tu as travaillé, etc. Donc je voudrais bien que tu nous parles aussi de ces rencontres et comment ces rencontres ont modifié aussi ta vision de la ville et la vision des habitants à l'intérieur de la ville. Oui, Daniel Buren, c'est particulier parce que je l'ai connu enfant et que, heureusement, parce qu'il m'a vraiment aidé à sortir de la norme dans laquelle pouvait me mettre ma famille et la société qui me entourait, penser du nouveau, oser penser en dehors et puis s'y tenir. Voilà. Donc, je dois des remerciements éternels. Et puis, il a travaillé un peu avec moi dans une petite commune de l'Ariège où il était venu et où, pour la première fois, j'avais croisé ces deux dimensions de l'emploi et de l'espace. On était appelés là, parce que j'étais dans une petite équipe à l'époque, par Chargeurs Réunis qui avait acquis le... Il faudrait être... raccourcir. C'est juste... Tiens, je vais te tenir le micro. Ça marche là? Oui, c'est beaucoup mieux. Ah, voilà. Donc on était appelés par Chargeurs Réunis qui, dans une petite ville, La Blanée, pour ceux qui connaissent par hasard, de 9000 habitants, il y avait une entreprise traditionnelle, familiale, depuis le Moyen-Âge, qui s'appelait Roudière, de 2500 salariés qui faisait vivre toute la ville. Et on licenciait, à Chargeurs Réunis, licenciait 1250 personnes. Voilà. Et on était venus pour aider ces personnes à trouver du travail. Et évidemment, toutes les institutions de l'emploi autour disaient mobilité. Il faut qu'ils s'en aillent de là parce qu'ils ne vont jamais trouver du travail à cet endroit-là. Donc, à ce moment-là, j'ai fait une proposition de projet urbain sur 10 ans pour développer, à partir des potentiels qui étaient là,
pense que je n'ai pas le temps d'expliquer, la ville elle-même. Donc Daniel et Buren étaient venus à ce moment-là, et Lucien Kroll aussi était venu. Alors Lucien, je le connais depuis 1976, on ne s'est jamais lâché, on est famille quasiment, même s'il est mort. Je crois que après, je sais pas, vous connaissez l'urbaniste Patrick Guedes, qui a vécu de 1854 à 1932 et qui a ouvert des portes incroyables. Il est biologiste au départ, il a inventé l'écologie, il a inventé la participation des habitants, il a travaillé sur le féminisme, enfin bon, les observatoires. Oui. Et je dirais que Lucien est le réinventeur après Guedes, à la fois de l'écologie dans son travail, dans l'architecture, et de la participation des habitants. Il a travaillé avec moi sur la Vlanée, sur une cité à Marseille, Frévalon, et puis à Nîmes aussi. Une autre personne qui a été très importante pour moi, c'est, puisqu'on parle de noms un peu connus, là, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont appris des choses, c'est Henri Gaudin, que j'ai rencontré quand j'ai passé mon diplôme d'archi, et là aussi on ne s'est pas lâché depuis jusqu'à Simeur. Et lui, je dirais, il m'a vraiment fait comprendre l'importance de l'espace en creux dans la ville, l'espacement entre les objets, et comment c'est dans cet espace que tout se passe, en fait. Hein. Et puis aussi son articulation avec les philosophes et les poètes, et je pense avec lui que la dimension poétique des lieux est essentielle, et je pense que l'approche poétique doit précéder toutes les autres, les approches diagnostiques, etc. Et puis, et qu'elle doit être présente, enfin, pas comme façon subsidiaire et après. Hein. Mais sur ce concept justement de ville contenant, tu pourrais poursuivre un petit peu. Tu veux dire sur cette conception de la ville qui contient et qui sert de support et d'accompagnement et qui crée de l'hospitalité en soi. Et je voulais juste aussi citer Arlindo Stefani, qui est un anthropologue inconnu brésilien, qui m'a appris, qui avait une façon d'aborder les lieux uniquement par le positif. Enfin, de lecture. Il a fait une lecture de la cité de Frévalon à Marseille extraordinaire. Et il pensait que, et je pense avec lui, que si on commence à s'occuper du négatif, on entre dans des actions correctives qui amènent des déséquilibres et des surenchères, et que c'est infini, donc on n'en vient jamais à la chose positive elle-même. Et tu parles de contenant, je vois pas ce que tu dis. Oui. Non, mais tu peux poursuivre. Non, ce que je voulais dire aussi, ce qui intéresse beaucoup d'entre nous, hein, c'est la production du projet. Et en préparant ce débat, tu me disais que Lucien Kroll disait qu'il fallait élargir le temps et raccourcir Il faut rallonger les échelles de temps et réduire les échelles d'espace. Lucien, il disait une phrase merveilleuse qui était l'ANRU maintenant, souvent la réaction c'est démolir cette architecture qui serait cause de problèmes sociaux. Voilà. Et je pense que c'est refaire la table rase des modernes, et c'est vrai que la charte d'Athènes est toujours en vigueur, hein, depuis 1933, on n'échappe pas à la séparation des fonctions, le zonage, la table rase, les architectures d'objets, etc. On y est encore. Ce qu'il disait, Lucien, c'est je démolis un peu et je remollis un peu. Alors, je peux vous montrer une image de remollir et de démolir. Voilà, ça c'est une image de Lucien sur une barre à Persaigne, cité de Persaigne à Alençon. Alors, on l'a laissé faire un peu, quoi. Tout d'un coup, le quartier redevenait vivant, les bus s'arrêtaient au lieu de filer parce qu'il avait mis des obstacles, etc. Et puis la municipalité a dit « Ah non, c'est quand même pas possible de faire ça ». Ils ont arrêté. Alors, la moitié de Persaigne est comme ça, et l'autre moitié est toujours avec des le bar. Et un autre endroit où on a travaillé ensemble, c'est à Montbéliard,
Alors voilà une barre qui était destinée à la démolition, qui avait donc commencé à être murée. Et Lucien a dit on va faire une démolition administrative. Et en fait, il a discuté avec des gens qui étaient intéressés par habiter là. Alors ça, c'est le dos de la barre. Et comme vous voyez dans les principes de la modernité, où on n'a plus les repères anthropologiques ordinaires, on entre par l'arrière. C'est normal. Les immeubles sont face à dos, même plus, enfin ils sont plus face à face comme dans la rue, même pas dos à dos, ils sont face à dos ou perpendiculaires. Et on entre par l'arrière et souvent entre les poubelles. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière qui est devenu ça. Et à l'avant, c'est devenu ça. C'est-à-dire qu'il a un peu ajouté. Et puis il en a même mis en face. On ne le voit pas là, mais il y a une petite placette en face. Il a refait un tout petit bout de contenant de ville. Ouais. Oui, par rapport à ta question sur le contenant, enfin bon, l'idée globale, c'est de partir de la place et du point de vue du sujet, toujours. C'est-à-dire chercher le sujet dans l'histoire et partir de là. Quand la Fondation Abbé Pierre m'a demandé de faire une étude sur la place des SDF dans la ville, c'est d'ailleurs cette étude qui a donné lieu ensuite à ce manuel. J'ai pas du tout regardé les SDF dans la ville. J'ai essayé de comprendre la ville vue par les SDF. Voilà. Quand on veut partir du sujet, on peut jamais se mettre à la place de quelqu'un, c'est impossible. Mais on peut se mettre pas en surplomb, pas forcément en face, à côté, un peu en dessous si possible, et essayer de voir depuis son point de vue. Et je vous garantis que ça multiplie le monde. C'est un enrichissement pour soi extraordinaire. Donc, partir des caractéristiques et du potentiel de l'existant, c'est donc infiniment plus, je disais, rationnel, économe, et logique et dynamique que d'importer des projets en fonction de normes et de standards qui vont avoir du mal à s'adapter et qui vont perdre toute la richesse de ce qui était là, et toute la dynamique, et qui vont quand même détruire un peu quelque chose, quoi, parce que on a des projets qui arrivent comme ça, un peu comme des ovnis qui vitrifient le sol. Donc, faire avec ce qu'il y a, ça demande d'observer, d'écouter, et ça, il faut de la méthode, parce que très souvent, on ne sait pas quoi regarder, ou alors on est pris par le piège de l'évidence, on connaît trop, et ça demande une posture. Et je dirais que ça demande une posture d'ignorance, reconnaître qu'on est complètement ignorant. Si je me mets à côté de quelqu'un qui va me raconter sa vie, je ne connais rien à sa vie, je comprends rien, et je vais poser plein de questions pour me faire expliquer, parce que c'est le seul moyen que je vais avoir de connaître quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc, posture d'ignorance à côté et sans jugement, ni esthétique ni moral. C'est-à-dire que si je veux comprendre les compétences d'une personne, et si je me mets à penser que le cambriolage, c'est pas bien, donc je ne vais pas pouvoir repérer les compétences qu'il y a dans le cambriolage, la prostitution, le deal, etc. Et pour il est question donc de repérer ces caractéristiques et ces potentiels et de les lire, de pouvoir qu'ils disent quelque chose. Et ensuite, il faudra les traduire. Mais les lire, ça demande un œil neuf et avertir en même temps. C'est-à-dire un œil neuf, comme si vous arriviez sur une planète où vous voyez un sentier, vous dites c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai jamais vu ça. Et un œil averti, c'est-à-dire que si on voit un rond-point, il faut qu'on comprenne que c'est pas un carrefour. Qu'un rond-point et un carrefour, il y en a un qui est centripète, l'autre qui est centrifuge, il y en a un qui fait la ville, l'autre qui la détruit. Donc, regarder, observer, prendre en note aussi, ça demande cette posture-là. Et j'ajouterais que par rapport à partir de l'existant, ça veut dire partir de l'endogène, ce qui s'engendre soi-même sur place. Ça n'est pas
exclusive de partir de l'exogène. C'est-à-dire que on peut avoir observation d'un lieu pour en exploiter les potentiels, et puis on peut avoir un projet. Mais l'important, c'est l'ordonnancement. C'est-à-dire que si on ne part pas de l'endogène, on n'y revient jamais. Et on a définitivement perdu toutes les richesses et les potentiels qui étaient là. Après ça, on peut aller vers l'exogène et faire dialoguer. Et surtout, c'est ce que Lucien a appelé l'incrémentation, avancer dans le dialogue, pas à pas. C'est-à-dire, quand vous posez un mur, un parapet ou quoi que ce soit à un endroit, ça crée une situation complètement différente. Une situation dans les modes de vie, les usages, l'économie, tout ce qu'on veut. Il se passe quelque chose d'énorme. Voilà. Et donc, laisser le temps de réaction au territoire, aux habitants, etc., avant de passer à la suite, au lieu d'avoir des projets tout faits avant, après, qui changent tout. Et l'incrémentation, c'est on regarde un lieu ou un objet, enfin lieu A, on ajoute plus 1. Donc A plus 1, ça va faire A2. On attend, on regarde, et puis il va y avoir la réaction par rapport. Et on va ajouter plus 1, ça fera A3. Et puis plus 1, ça fera A4, etc. C'est-à-dire y aller vraiment, quand je disais rallonger les échelles du temps, c'est que ça prend du temps. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas... Juste pour illustrer, en fin de compte, ce travail, est-ce que tu peux parler de la rue d'Aubagne? Un projet urbain que j'ai fait était à Marseille, sur une rue du centre-ville, qui est réputée une des rues les plus pauvres et les plus mal entretenues, les plus mal fréquentées, tout ce qu'on veut de la ville, et dans laquelle les autorités, la mairie et les commerçants, parce que c'était une rue très commerçante, se renvoyaient la balle en disant, la mairie disant on peut rien... on peut rien, la mairie disait on peut rien faire parce que les commerçants salopent tout, ils n'entretiennent pas, etc. Et les commerçants disant quoi qu'on fasse, la mairie n'entretient pas. Et donc, voilà. Donc je leur ai dit quand même, la puissance invitante, c'est quand même la ville, c'est à elle de prendre la main et de considérer que l'espace public, ça n'est pas la chaussée et le trottoir, mais c'est le U, je dirais, de la rue, tout au moins la hauteur dans laquelle on passe, le rez-de-chaussée. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai proposé de recopier la rue d'Aubagne sur la rue d'Aubagne. C'est-à-dire simplement de donner un coup d'éclat en rétablissant des choses civiles comme les adresses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de rues, enfin, en tous les cas à Marseille et dans d'autres villes, qui ont perdu leur nom et les maisons qui n'ont plus de numéro. Donc, en rétablissant les noms de la rue, les numéros des portes, en rassemblant les câbles qui pendent, en descendant les gouttières jusqu'au sol, en travaillant en réparant les nez de marche, les nez de trottoir, et en reprenant quand il y avait des errances ou esquintage des commerces, reprendre ce qu'avaient fait les commerçants dès le départ. Moi, il me semble que la participation des habitants, c'est plutôt que d'écouter ce qu'ils veulent, c'est les entendre comme témoins de ce qu'ils vivent, mais aussi, surtout, regarder ce qu'ils font, observer ce qu'ils font. Donc, dans cette rue d'Aubagne que vous voyez là, on a fait des propositions. Ça, c'est un artiste qui travaillait avec moi. Vous voyez en haut la situation initiale et en dessous la proposition. Avec, pour chaque numéro, il y a 133 numéros et 520 mètres à cette rue. Pour chaque lieu, un nuancier, un repérage du nuancier, et puis des questions sur lesquelles intervenir, etc. Et vous remarquerez qu'on n'a pas rajouté le E à Général E. Ce qui est intéressant aussi dans ce travail sur la rue d'Aubagne, c'est que d'une part, tu as une proposition d'intervention tout en délicatesse. Pas assez cher. Pas assez cher, peut-être. mais d'autre part, on voit bien que c'est en prenant soin de l'environnement qui nous entoure
qu'on prend soin en même temps des gens. Bien Donc sûr. cette relation entre le soin, parce que la question c'est la vulnérabilité ici, on voit bien que c'est en prêtant attention au cadre dans lequel on vit, en prenant soin au niveau de sa maintenance aussi, qu'on ne produit pas des situations anxiogènes ou autres. Oui, enfin, qui sont pas dans. Je dirais que la ville est un dispositif organique qu'on a inventé il y a environ 7000 ans au temps du néolithique et sur laquelle le savoir s'est accumulé jusqu'en 1950 à peu près et qui est quelque chose. C'est le seul dispositif qu'on connaisse dans lequel on puisse vivre à plusieurs. Voilà. C'est, vous entendez dans politesse, urbanité, civilité, la racine, chaque fois, c'est le mot ville, urbs, civitas ou polis qui est là. C'est-à-dire que la ville, par son dispositif, sa disposition, nous apprend à la civilité. La ville a un langage, un discours binaire. Voilà. Les choses sont près ou loin, visibles ou pas visibles. Il y a des pôles d'intérêt dans la ville qui fait que l'espace est entièrement hiérarchisé. On est près d'une église ou loin d'une église. Et il n'y a pas 1 centimètre carré de la ville qui soit pas entièrement matériel et entièrement symbolique et entièrement hiérarchisé avec une valeur symbolique et financière. Voilà. C'est comme on le retrouve juste dans les cimetières, sur les marchés. Chaque lieu dans la ville est un emplacement, est une place dans une hiérarchie. Donc ça, c'est un discours qui nous apprend, c'est un discours ni oral ni écrit, ça nous apprend par le corps, par les sens, par ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, les pas qu'on fait, etc. Et donc, là aussi, c'est quelque chose d'imparable parce que c'est pas filtré par le crible de notre critique. On le voit pas, on le sait pas, enfin, sauf ceux qui s'y intéressent. Voilà. Mais c'est quelque chose qui nous parle très très directement et à qui tout le monde est soumis. Et si on apprend une ville incivile aux gens, je veux dire, on pose les conditions de l'incivilité. Ça ne veut pas dire qu'elle aura lieu, mais il y a des chances. Si on pose une condition de civilité, on peut espérer, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire pour espérer une réponse de civilité. Si on fait l'inverse, comme on fait dans la ville depuis les années 50, on obtient, où on propose sans arrêt des contresens, des non-sens aux gens, des propositions anti-éducatives, on obtient, je trouve qu'ils sont bien gentils de ne pas être plus incivils, hein, parce que on met les gens dans des conditions. Ben oui, les parents apprennent à leurs enfants d'être polis, gentils avec les autres, et puis les enfants dans la vie rencontrent des injonctions paradoxales avec une ville qui ne tient pas compte de personne, voilà, et surtout pas des plus vulnérables. Donc l'enseignement est contradictoire. Juste pour conclure, Chantal, est-ce que tu crois, moi, là, ton éditeur prépare une seconde édition de cet ouvrage, donc il y a eu un succès, cet ouvrage a rencontré un succès. Est-ce que tu crois que ce succès est motivé par justement l'affolement à ne pas trouver sa place dans l'espace public aujourd'hui devant voilà. Pourquoi ton livre, c'est un succès relatif, mais je trouve que c'est quand même un succès important. Donc, comment tu expliques ce succès? Est-ce qu'il rencontre un besoin aujourd'hui par rapport à l'hospitalité de l'espace public? Je me dis qu'il y a on est remué quand même par un certain nombre de questions comme les désastres écologiques, où il y a une prise de conscience et où on comprend qu'on ne peut pas ne rien faire, même si on fait à peu près pas grand-chose, hein, mais on comprend qu'il faut changer les façons de penser, de tout revoir, quoi. Et il me semble que ça entraîne. Bon, la question de la ville, moi je pense que elle est encore, comment dire, elle passe sous les radars par rapport à la question écologique.
La question écologique, on a peur pour notre survie physique. Mais la question de la disparition de la ville, c'est la disparition de ce qui est attaqué, c'est notre survie psychique, sociale, civilisationnelle. Voilà, c'est aussi grave, je dirais. Mais il n'y a pas de manif pour la ville. Moi, j'en ai pas vu. Hein. Par contre, bon, il y a des luttes militantes, voilà, sur le logement. L'abbé Pierre a fait progresser des choses. Il y a des collectifs d'habitants qui font bouger les choses. En écologie, il y a les ZAD, etc. Mais on n'a pas ça pour la ville. Hein. Tout le monde se soumet à des conditions de vie qui sont... je trouve pas le qualificatif. Oui, juste sur la structure de ton livre, sur le livre, est-ce que tu peux le présenter brièvement? Alors, tu le présentes comme un manuel oui. À la fois de lecture et d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a 19 entrées qui sont soit des objets de la ville, les WC publics, les bains publics, les bancs publics, tout ça, des objets, soit des choses plus larges comme la nuit dans la ville, ou la sûreté urbaine, ou des gros objets comme les centres commerciaux, les gares, etc. Et donc, pour chacun de ces objets-là, j'ai suivi la même structure, ce qui m'a obligé à réfléchir parfois. Par exemple, mon commanditaire m'avait demandé de faire une page avec exemple et contre-exemple, ce qui me paraissait un peu idiot au début. Puis je me suis dit pourquoi pas. Et en essayant de m'y tenir, ça m'a fait travailler et trouver des choses. Donc, dans chacun de ces chapitres, on a globalement, si je me souviens bien, une présentation de la problématique, les enjeux de la chose, qu'est-ce qu'il faudrait faire, enfin, qu'est-ce qu'on peut critiquer, qu'est-ce qu'il faudrait faire, avec même un mode d'emploi, un chemin à suivre, et à la fin, avec au passage exemple et contre-exemple, et à la fin, pour en savoir plus, c'est-à-dire cet objet-là, dans l'art, dans l'histoire, etc. Voilà. Et à la fin du livre, après les chapitres, je parle de ce que c'est que l'écriture, l'observation et l'écriture de la ville, comment on peut s'y prendre. Une transition pour Jérôme maintenant. Merci beaucoup, merci Chantal, merci Jean-Christophe. En effet, alors on voit bien à quel point je pense qu'il est aussi à la fois facile et difficile d'aborder cette notion de l'hospitalité en relation avec l'individu, mais aussi en relation avec la ville. Et quand on a commencé à évoluer aussi sur ce sujet de la vulnérabilité et de la façon dont on souhaitait formuler cette question de l'hospitalité, dans la fondation, une fondation qui est finalement qui émane d'une agence d'architecture. Comment est-ce que cette question elle s'adresse aussi à l'architecte qui in fine fait du projet, et on a essayé de formuler peut-être naïvement la question en partant d'un sujet qui était le nôtre, donc l'Hôtel-Dieu de Lyon. Et on s'est dit, donc je vous livre un peu la question comme on se l'est formulée à ce stade et sur laquelle on évolue constamment. On disait, les hôtels-dieux, finalement, ça a été longtemps des lieux d'hospitalité, de refuge qui sont au cœur des villes. Hein, et finalement, voilà, pendant très longtemps, ça a été le refuge du pèlerin, l'accueil du malade et de tout type de vulnérabilité ou pas. Portés par différents types de gouvernance, et ils ont été pour la plupart transformés au profit d'autres programmes qui sont censés être plus en adéquation avec les attentes des métropoles contemporaines. Et là, au regard de vulnérabilité et des précarités aussi de plus en plus prégnantes, parce que ça, on ne parle pas de statistiques, mais quand même, on peut constater qu'il y a quand même cette violence de la ville, elle est aussi de plus en plus visible sur ces populations vulnérables. On s'est dit, si on part de façon pragmatique en termes de mètres carrés, donc quand on regarde l'Hôtel-Dieu de Lyon, on se dit c'est tant de mètres carrés, est-ce qu'à un moment donné, ces mètres carrés, on les a mis ailleurs? Donc est-ce qu'on s'est dit, attention, on va supprimer tous ces mètres carrés-là d'hospitalité, donc on va les transposer ailleurs? Alors c'est pour ça que je trouvais intéressant quand on avait discuté cette entrée
un peu comme ça par dispositif, parce que finalement, est-ce qu'on pouvait évaluer la mètre carré de ces dispositifs et de faire une transposition entre les deux? On ne sait pas trop. Mais c'est comme ça qu'on s'est posé la question. Et donc de se dire, où est-ce qu'ils sont redistribués aujourd'hui, en partant pas du principe qu'ils n'existaient pas. Je suis d'accord avec cette approche plutôt positive des choses, en se disant, il doit y avoir quelque chose. Et finalement, est-ce que y a aussi une nouvelle forme dans tout ça d'hospitalité à observer, puisque les règles de cette fameuse hospitalité, on voit l'étymologie évolue. Donc, est-ce que ces règles elles évoluent? Et si oui, eh bien, en fait, quelle forme ça prend, en fait? Et est-ce que c'est dans l'espace public? Est-ce que c'est dans un espace entre deux? Est-ce que c'est, on discutait de voilà, plusieurs discutent. Isabelle Berrosserpati, elle regarde le trottoir, le statut en fait de tous ce U, le seuil, voilà, tout ça. Et comment est-ce que ça se transpose dans cette question finalement? Et est-ce que c'est pertinent aussi, parce qu'on ne sait pas encore, de se poser la question comme ça? Et pour ça, je te laisse, voilà, Jérôme, nous présenter tout ça. Je vais essayer de vous continuer l'histoire en l'appliquant davantage à ce que l'on mène en ce moment, donc notre étude, notre recherche, qui n'aboutiront quand même qu'à la fin de l'année 2025. Donc on est encore dans un travail en progression. Et donc cet Hôtel-Dieu que vous voyez là, avec sa coupole de soufflot au centre, avec une façade pour les Lyonnais, qui est du façadisme, parce que derrière c'est un peu plus indigent, mais avait vocation effectivement à accueillir les pèlerins, à les nourrir. À gauche de l'Hôtel-Dieu, je dirais que là où il y a aujourd'hui la place Bellecour, c'était les potagers de l'Hôtel-Dieu. Donc on se servait dans les potagers pour apporter de la nourriture aux pèlerins qui venaient là, qui avaient mal aux pieds, que l'on soignait un peu et qui continuaient leur chemin. Donc il y avait dans cette hospitalité à la fois de l'accueil, des soins, de la restauration, du soutien, un peu de messe aussi pour aller plus loin. Et ces fonctions-là, on a cherché à savoir ce qu'elles étaient devenues dans la ville. Première question qu'on s'est posée, est-ce que l'hôpital aujourd'hui a encore de l'hospitalité? Et donc vous voyez que sur cet hôpital-là, on a quand même une belle mécanique qui s'installe. On a réussi à organiser l'hôpital autour d'une place publique, donc un espace public qui distribue l'hôpital et qui a vocation à accueillir la vie. Mais j'ai interrogé des gens des hôpitaux, et notamment des hôpitaux de Paris, et le constat est un petit peu alarmant. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que l'hôpital, qui porte encore le mot en lui-même d'hospitalité, a perdu cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur la pathologie et moins sur l'accompagnement de la personne. Et donc, il y a des gens comme le professeur Gérard Réac, travaille le sujet, il est académicien, et il rappelle dans ses propos qu'on parle de service hospitalier et que la notion de service a eu du mal à continuer, que la façon de l'hôte dont tu parlais tout à l'heure, Christine, est un élément très symétrique, c'est-à-dire que l'hôte et l'hôte forment à la fois celui qui reçoit et celui qui est accueilli, et que cette symétrie, dans le cadre des hôpitaux actuels, n'est plus usité. On a le médecin ou le personnel soignant est quand même bien au-dessus du patient qui a du mal à exister en tant que personne. Il est une prostate, il est une prothèse de hanche, il est un foie, il a beaucoup de mal à exister. Et à telle enseigne que le professeur Réac a demandé à essayer de voir comment on pouvait rétablir la situation. Et finalement, la PHP en est à réfléchir à des labellisations de services pour avoir le label hospitalité. Donc on a vraiment du mal parce que le sujet n'est plus là. Et donc il a une jolie phrase qui dit non seulement à l'hôpital il faut bien faire son travail, mais aussi il faut bien le faire. Faire le bien. Bien faire son travail et faire le bien. Et cette deuxième notion de faire le bien qui est compliquée aujourd'hui à l'hôpital. Donc en s'adressant à l'hôpital pour voir ce qu'il y avait d'hospitalité, on a été un peu déçus. Alors on trouve certaines formes d'hospitalité à la clinique privée, mais qui a évidemment une dimension beaucoup plus commerciale et fidélisation. Donc les hospitalités en clinique privée sont souvent une marque de commerce finalement. Donc on a un peu abandonné l'hôpital dans notre notion d'hospitalité pour avancer. Donc on s'est rapproché, on est allé voir quelque part à qui s'adressaient ces hospitalités. Et on est parti en se disant peut-être qu'il faudrait travailler sur la personne vulnérable. Donc on s'est dit qui est la personne vulnérable. Là aussi, on a évidemment le sans domicile fixe qui apparaît assez vite, qui est d'ailleurs l'habitant de la rue quelque part. C'est lui qui nous reçoit dans la rue, puisque c'est lui qui la fréquente, qui l'habite et qui y vit.
mais on s'aperçoit aussi que l'handicapé, la personne âgée, et aujourd'hui, finalement, cette vulnérabilité touche énormément de personnes puisqu'on est devant un fort vieillissement de notre population et que le nombre de personnes âgées va doubler dans les quelques années à venir, pas les moins du nombre de retraités, et que donc cette vulnérabilité est une condition finalement très partagée, puisqu'à un moment donné ou à un autre, on fait un petit AVC, on a une jambe cassée, on a un problème, et que la ville, quand on a un petit handicap, ne se lie pas du tout de la même façon que quand on est en pleine forme. Donc ça nous je te coupe juste une seconde, je cite justement Chantal dans l'échange qu'on a eu sur le sujet, pour aller un tout petit peu plus loin, et vous m'aviez dit une petite phrase que j'ai retenue, être clochard, c'est pas une catégorie socio-professionnelle. Donc ça fait partie des stades de la vulnérabilité aussi. Voilà. Et donc on s'est dit, finalement, cette personne-là qui vit dans la ville, prenons-la comme base de réflexion pour rendre la ville plus hospitalière pour tous. À partir du moment où on arrivera à répondre pour elle, on peut considérer qu'une majorité de la population pourra bénéficier de ces hospitalités. Donc on est revenu à définir qu'est-ce que l'hospitalité. Donc certains nous ont proposé de rappeler que c'était une tradition ou une coutume. Effectivement, beaucoup de pays se targuent d'avoir cette tradition-là, la tradition de l'hospitalité. Certains pays aussi l'utilisent par des cérémonies, la cérémonie du thé ou la cérémonie du thé, donc soit au Japon, soit dans les pays arabes. Bref, cette hospitalité se marque par plusieurs choses, par une relation de qualité qui s'installe entre les deux autres, celui qui est reçu et celui qui reçoit. Il y a une durée limitée à cette hospitalité. Il n'y a pas une éternité à l'hospitalité. Il y a la notion de partage, de générosité. Il y a surtout aussi une notion de désintéressement, finalement. Quand je partage, que j'accueille, je ne suis pas forcément en attente d'un retour. Et puis il y a des motivations comme celle de l'amitié, de la générosité, de la charité, la curiosité. Et donc cette hospitalité que l'on voit au domicile, où on s'installe dans une pièce qui est relativement confortable, où on sert des mets, où on s'assoit, on se regarde, comment la restituer dans la ville? Peut-on la restituer, cette hospitalité très domestique, peut-on la restituer dans la ville? Et donc ça, c'est une question qui reste encore posée et sur lequel notre recherche se porte. Et donc, comme le disait Chantal, il y a déjà des existants sur lesquels on peut déjà s'appuyer. Donc le cadre urbain, quand il est bien formé, permet d'avancer bien. Il y a par ailleurs le sol lui-même. Lorsqu'on reçoit les gens, il y a un beau tapis qui est au milieu. Parfois, on est sur ce tapis-là. Il y a un certain confort, il y a une acoustique qui s'installe, il y a des lumières. Est-ce que ce sont des éléments que l'on ne peut pas travailler au niveau de la ville pour rendre davantage de confort? Il y a aussi tout ce qui est aménagement, mobilier. Donc, on parlait des bancs, on parlait des tables, on parlait de différentes choses. Il y a l'élément végétal qui peut faire paravent, qui peut faire ombrage. Et là, on voit bien qu'on arrive très vite à une notion de confort qu'on a déjà largement abordée dans le travail sur la ville et la santé. Mais cette notion de confort est certainement aussi à continuer à travailler parce qu'aujourd'hui, on voit que les aménagements favorisent une ville dynamique, une ville du déplacement, une ville de la mobilité, une ville que décrit très bien Georges Amar dans ses propos sur la mobilité, une ville où l'on passe mais où on a du mal à se poser. Et à telle enseigne que quand on travaille sur ces sujets de gare ou autres, très vite on nous dit qu'il faut que les bancs soient minimales, qu'on ne puisse pas s'allonger dessus, que les sièges sont unipersonnes. Et bref, on n'est pas là pour rester longtemps. Donc on crée un inconfort à la ville volontaire et stratégique. Donc ça, c'est un des grands enjeux. Et donc, en réfléchissant à ce sujet-là et en voyant une vidéo dans laquelle apparaissait Chantal, j'ai pu voir l'exemple de Barcelone. Barcelone est une ville sur un plan de Cerdà avec des parcelles parfaitement carrées qui étaient largement habitées par la circulation. Donc vous voyez, c'est le schéma de gauche où on voit les parties qui circulent. Et alors je ne connais pas toute la genèse de ce plan-là, mais on voit qu'une rue sur deux a été affectée aux piétons. Et donc la ville s'est recadrillée tranquillement, et vous voyez, peut-être j'espère là sur les parties vertes qui viennent s'incrémenter au milieu de ce damier. Et à chaque fois,
on a calmé la ville en créant un damier dans lequel on peut se poser. Et donc, vous voyez comment la ville, à gauche, l'image de la ville, c'est la même rue, hein. La même rue était dédiée à la voiture, et comment derrière, la ville s'est rendue plus confortable, a freiné la voiture et a rendu des zones plus habitables. Et ces zones plus habitables, on les voit là. C'est-à-dire qu'en réduisant la place de la voiture, en rafraîchissant la température par de l'herbe au sol, en maintenant les arbres et leurs ombrages, on crée des dispositifs que Chantal décrit très bien, qui sont des zones d'accueil et des conditions de bien-être. Et ces conditions sont utilisées par les habitants. Et au-delà de ça, la ville a continué des aménagements assez simples. On voit, ce sont quand même des meubles assez rustiques, posés là provisoirement. Le sol a été peint, mais le bitume est toujours là-dessous. Les bacs à fleurs sont venus, ou les bacs à végétaux sont venus incrémenter l'espace public. Et donc ce cadre urbain, avec ces façades qui créent des ombrages, qui créent un rapport à la lumière naturelle, il y a aussi certainement de l'éclairage que je ne mets pas en valeur sur ces photos, mais on crée des conditions de rencontre. Et là, ce n'est pas des bancs, c'est des tables. Et on en avait parlé lors de nos premiers séminaires de réflexion sur la ville. Et je trouve que Barcelone a réussi, dans ces exemples-là, à proposer à ses habitants et aux proximités de nouveaux usages un peu pluriels que chacun peut s'approprier à son rythme. Et on voit que les enfants ou les personnes âgées trouvent des lieux et des places pour être accueillis. Donc je ne sais pas si vous avez été récemment à Barcelone, mais c'est vraiment un changement assez crucial et qui reste réversible. Donc, par rapport au temps dont parlait aussi Chantal sur la réversibilité ou le re-questionnement de ces espaces, tout reste possible. On n'a pas dépensé énormément d'argent à rendre ces choses-là. On a bloqué quelques rues, on les a attribuées aux piétons. Donc je trouve que l'exemple est particulièrement intéressant. Sur cet exemple, j'ajoute juste une petite notion qui fait partie des notions qu'on a explorées lors des réflexions et des partages avec le comité des experts sur ce sujet. L'une de nos expertes partageait le sujet de la permanence. Donc on a échangé aussi là-dessus. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans cette image, on va avoir tendance à voir tout de suite les dispositifs d'urbanisme temporaire et donc à orienter la pensée uniquement sur l'urbanisme temporaire. Et ce que je trouve essentiel à rappeler là, c'est aussi qu'il y a aussi une forme de permanence pour que le dispositif temporaire puisse être accueilli. Et que cette permanence, elle est tout aussi essentielle à mettre à disposition. On dit la ville a horreur du vide, mais pourtant, c'est pas un vide, c'est une potentialité d'accueillir ces dispositifs d'urbanisme temporaire. Et la mise en condition dont on parlait tout à l'heure, on la voit, c'est-à-dire que finalement, on peut aller s'asseoir sur le banc, on peut aussi s'allonger. On pourra, à certains moments, ce sont des écoliers qui vont monter sur les boules et s'amuser. À d'autres moments, il se passera autre chose. Donc, on met en place des conditions et des potentialités que chacun vient utiliser un peu à sa façon. Nous avions, dans un premier temps, travaillé beaucoup sur la ville active aussi, dans le cadre de notre première réflexion sur la ville et la santé. Donc, évidemment, la santé comme condition de maintien des fonctions générales. Évidemment que l'activité physique fonctionne sur le cœur, la respiration, le système circulatoire, mais des espaces comme ça facilitent aussi la rencontre et la socialisation des personnes. On peut aller aussi, et on a repéré des zones comme ceci, où les terrains d'échecs et les jeux d'échecs installés créent à la fois, là on ne voit que les gens qui jouent, ou qui préparent leur partie, mais il y a souvent beaucoup de spectateurs qui se mettent autour, qui commentent, et il y a plein de dispositifs qui peuvent permettre à la ville d'installer de nouvelles pratiques. Et ça aussi, on voit qu'on n'est plus sur la ville de la mobilité, elle se partage le territoire, elle s'organise dans des lieux différents, mais l'idée, c'est un peu ce qui est défini par Augustin Berg, c'est la notion de milieu. Ce milieu qui s'est appauvri, Chantal le décrit très bien dans son livre, en montrant que la Sanisette a disparu, que la fontaine, elle n'est plus là, que l'église s'est fermée, que les bains-douches se sont transformés en logements, etc. Et donc toutes les aménités qui permettaient de vivre convenablement dans la rue ont disparu. Et ce milieu, finalement, s'est appauvri. Et donc l'idée générale, c'est que d'enrichir le milieu. Si je compare, par exemple, à l'océan, on sait que la barrière de corail, qui est un peu complexe et tonique, accueille à peu près 70% de la population
qui formera le vivant dans les océans. L'idée de la ville, c'est un peu ça, c'est quels sont les aménagements qui permettent de recréer de la vie à partir de petits éléments et de proximité, comment générer de la vie et de la socialisation dans nos villes. Et là, l'exemple de Paris, je trouvais assez remarquable, c'est-à-dire que finalement, ces espaces-là, j'y cours le dimanche matin, il s'y passe rien, à part les gens qui courent, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas après quoi, mais ils courent. Et le soir, à partir de 4-5 heures, il y a certaines danses. Donc au départ, c'est plutôt tango, ou ça finit après par bachata, et ça finit par du rap à la fin, vers 10-11 heures du soir. Il y a peu de voisinage, donc ça se passe bien. Mais l'espace urbain crée du potentiel, et c'est ça qu'il faut arriver à travailler. Et à la fois, ce potentiel, il faut le lire dans ce qui est préexistant, donc pour s'assurer que les germes sont là et qu'on peut les faire germer et les faire éclore. Mais l'espace lui-même a des formes, a des conditions qui permettent ce genre de choses. Et puis, il y a les espaces couverts, les halles qu'on a un petit peu oubliés, mais qui reviennent doucement, dans lesquels finalement ces espaces abrités de la pluie, mais aussi abrités du soleil, retrouvent des fonctionnalités qui peuvent être extrêmement variables, qui pourront être un marché aux livres par là, ici des repas, un petit marché, ou de la danse, tout simplement, qui pourrait s'installer. Donc, l'idée, c'est de créer ces potentialités, et on voit que dans la rue, les trottoirs ont gagné son prix. Finalement, la rue, à la fois, pénètre dans les commerces quand ils sont là, mais l'espace public est redonné à des usages privés. Et donc, cette relation public-privé se complexifie, doit s'organiser, se gère, mais elle devient un enjeu extrêmement fort pour pour que la ville devienne plus civilisée et l'échange participe. Et là, j'ai trouvé cet exemple-là que je trouvais charmant, d'un gars qui habite Nice et qui était quand même embêté par des bruits de personnes qui venaient souvent se procurer certains produits, certaines substances dans la rue, et en parlant très fort le soir. Et il a eu l'idée simplement de mettre 2-3 pots au départ. Et il a croisé les personnes qui étaient là et qui disaient « Mais pourquoi vous avez mis ces pots? Ils nous gênent et tout ça. » « Mais c'est pour vous que j'ai mis ces pots-là, de façon un peu provocante, mais il dit « Voilà, vous avez ici de l'herbe et je vous mets des pots. » Et finalement, tous les jours, il a ramené des pots, et à telle enseigne qu'il a mis tellement de pots qu'à la fin, les gens sont partis. Et il a eu une action de sécurité extrêmement douce et progressive. Et donc, on voit bien qu'on pose le problème de la méthode entre les grands axes et les grandes stratégies qui vont du haut vers le bas, ou une approche qui va du pratique et du local vers des solutions plus hautes, pose des questions des méthodes. À quel moment on est dans des systèmes métriques, des systèmes de comptage, des systèmes où l'on compte le nombre de voitures, de passages et de fréquentation, et à quel moment on travaille dans le local, l'observation, et les deux sont certainement leur vérité. Le tout, c'est de les réconcilier et de les mettre à bon escient. Voilà la ville de Monaco, dans laquelle j'ai pas mal travaillé. C'est une ville qui est totalement modélisée. Et donc, quoi que l'on fasse, si on veut savoir quel est l'impact sur la circulation de 3 chantiers, on peut le déterminer. Si on veut savoir ici où sont les hôpitaux dans la ville, on peut le déterminer aussi. Donc, cette ville métrique, cette maquette-là existe, elle donne des distances, mais elle est un peu insipide. Et donc, elle pose le problème de la représentation. Et donc, une des représentations que nous avions trouvées, qui est assez ancestrale, c'est cette carte du XVIIe siècle, qui est la carte de Tendre, où l'on voyait que la dimension amoureuse était exprimée au travers d'une représentation avec ici la tendresse, la confiance et l'amitié, les petits soins, ou encore la bonté. Bref, une façon d'exprimer de la sensibilité. Et ça, c'est une des questions que nous pose notamment Simon Davis ici. Comment représenter le sensible? Le sensible, on peut le poser. Ça, ce sont des cartes qui ont été faites en cours de réunion. Donc, c'est une façon de saisir ce qui est dit et de l'exprimer avec un petit dessin un peu naïf, mais saisi sur le vif, où on peut avoir des représentations qui viennent doucement s'incrémenter avec un travail progressif. Donc, cette représentation du sensible est un des axes que l'on travaille aujourd'hui pour savoir comment l'améliorer, comment le rendre actif, comment le rendre intelligible et comment le rendre
partageable. Et où le récit est indispensable, hein, ce que disait Chantal très justement, si on veut faire de la carte sensible, on doit partir du récit. Voilà. Sinon, Donc, Ou l'inverse. C'est-à-dire que les cartes, un dessin, il dit des choses très différentes aux uns et aux autres. Il faut le fixer par l'écriture si on veut pouvoir en faire quelque chose de traduction et d'aller vers des scénarios, par exemple. Voilà. Et on a retrouvé cette structure de socialisation auprès de Project for Public Space qui expose, finalement, qui hiérarchise ou qui organise tout le rapport du social au niveau de la ville. Donc c'est hyper intéressant. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de partir de aujourd'hui la ville qui part souvent d'en haut avec une approche un peu technique et métrique pour arriver à des structurations sur le long terme et la forme et des interventions. Peut-être réfléchir effectivement davantage à la ville qui part d'en bas pour remonter, sachant que les deux forment un ensemble et que aussi bien la forme qui est la transformation de la vie et la forme qui amplifie la vie se combinent pour arriver à de nouvelles formes d'urbanisme. Juste un complément par rapport à ce que tu viens de dire. Deux choses. D'une part, la question du trottoir, qui est une chose qui est fondamentale, notamment dans l'approche de Chantal sur la pliure entre l'espace privé et l'espace public. On s'aperçoit aujourd'hui, c'est le travail d'Isabelle Barros-Serferti, que cette pliure, ce trottoir, est l'enjeu de toutes les convoitises. C'est-à-dire que tout d'un coup, grâce à l'ubérisation, grâce au développement en surface des fonctions qui passaient en dessous, grâce à une concurrence entre le traitement des biocomposts, le traitement des déchets, le traitement, etc. Tout d'un coup, il y a également l'extension des terrasses des cafés depuis le Covid. On est dans cette pliure est devenue est moins tendue qu'autrefois et on ne sait plus très bien où l'on est. Et donc, je trouve que des approches comme celle de Chantal peuvent permettre d'essayer d'installer une gouvernance sur cet espace public qui est un bien commun et de voir comment on peut arriver à croiser les intérêts des uns et des autres pour organiser justement cette hospitalité. Voilà. Et j'ajouterais également un fait très simple qu'on constate tous. Plus on réduit l'espace de circulation dans l'espace public, plus les véhicules qui nous portent ont tendance à grossir, à s'élargir. Que ce soit les voitures, que ce soit les vélos, que ce soit les poussettes. J'ai jamais vu autant d'élargissement des véhicules qui nous portent qu'aujourd'hui. Et donc, tout d'un coup, on s'aperçoit aussi que l'espace public est une guerre des places, comme disait Michel Lusseau. Merci à tous. Je laisse les conclusions à Simon, qui fait notre rapporteur de ces échanges. Bonsoir à toutes et tous. Alors, j'ai la lourde tâche de faire le mot de la fin de cette conférence consacrée à la question de l'hospitalité en ville ou l'inhospitalité urbaine. Alors, c'est toujours indélicat, un mot de la fin. On a peur qu'il sonne faux, un peu comme la dernière note d'une musique. J'ai décidé de prendre ce soir le parti un peu inverse, c'est-à-dire de faire peut-être le mot de la fin le plus inhospitalier qui soit. Voilà. Donc, tout d'abord, Chantal Decmin, je ne vais pas vous remercier, voilà, pour être totalement inhospitalier. Alors, je ne vais pas vous remercier de nous avoir rappelé que faire la ville hospitalière, c'est faire avec le déjà là. Je ne vais pas vous remercier pour nous avoir dit que l'approche poétique, elle doit précéder toutes les autres pour définir l'hospitalité en ville. Je ne vais pas vous remercier pour nous avoir fait découvrir que finalement l'urbanisme se plante depuis les années 50, parce que vous dites qu'il faut allonger les temps et réduire les espaces, et si je ne me trompe pas, c'est à peu près l'inverse qu'on fait depuis les années 50. Je ne vais pas vous remercier sur le fait de considérer la question des personnes vulnérables pas comme quelque chose de stigmatisant,
mais plutôt de s'asseoir à côté d'eux et de regarder la ville à travers leurs yeux, d'accepter une forme d'ignorance. Et pour autant, vous avez eu raison de le rappeler, c'est pas la ville qui va soigner, c'est pas la ville qui va nous sortir d'une dépression, c'est pas la ville qui va nous sortir d'une condition, mais elle peut sans doute aider, réunir des conditions favorables pour. Ensuite, on a eu l'intervention de Jérôme, qui nous a fait beaucoup voyager. On a été, si je ne me trompe pas, à Lyon avec l'Hôtel Dieu. On est ensuite allé à Caen pour chercher sur cette question de l'hospitalité et découvrir qu'à l'hôpital, ce n'était pas encore ça. Peut-être qu'on aura le label hospitalité ce soir pour cette soirée, mais peut-être qu'on ne va pas le décerner tout de suite au service hospitalier. On est parti ensuite à Barcelone avec cette super référence des superblocs dans laquelle finalement on prend soin. C'est un processus également là incrémental, comme celui qui a été décrit par Chantal Decmin et qui se construit progressivement et surtout avec un droit à l'erreur, avec un droit de correction progressif. On a pu faire un constat assez désastreux que la ville finalement s'appauvrissait en termes d'hospitalité. Et heureusement que ces initiatives sont là pour nous rappeler que l'espace peut aussi faire germer de belles initiatives, des espaces qui sont capables d'accueillir, où la place de l'art est également présente. Et si aujourd'hui nous dessinions la carte du tendre de nos villes, j'ai envie de me dire ça, une géographie où chaque trottoir, chaque rue reviendrait à une halte, une main tendue, un refuge, une singularité, une permanence. On a pu parler de la permanence. Une ville qui rassemble, qui se tient en équilibre entre l'entre-soi et son entretien. Parce qu'enfin, voilà, prendre soin de la ville, c'est peut-être ça, c'est prendre soin des entre les espaces, entre les êtres, entre les lignes du plan local d'urbanisme également. C'est dans ces vides, ces creux qu'on fait de la place pour l'hospitalité, pour le sensible, pour ce qui nous dépasse aussi, et ce qu'on n'a pas prévu forcément à l'avance. Donc je vous laisse avec ça, avec cette idée que c'est pas seulement bien sûr ce qu'on construit ou ce qu'on aménage qui fait la ville, mais avant tout ce qu'on y entretient et ce qu'on y partage. Je vous remercie.